jusqu'à 1h. La nuit est à vous sur Europe 1, à vous de la colorer, de la pimenter, au gré de vos désirs, de vos émotions, de vos états d'âme. Vous avez entièrement carte blanche au 39 21. Vous serez accueillis par Jeanne et Paul avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et bien sûr, vous pouvez aussi réagir à tout moment, puisque nous sommes en direct, en envoyant vos SMS au 7 39 21. Vous commencez, alors j'ai une personne hier qui me disait qu'elle ne savait pas comment envoyer un SMS. Vous écrivez le mot nuit, vous tapez votre message et vous envoyez le tout au 7 39 21. Et puis vos mails, bien sûr, sur le site europe1.fr. La libre antenne de Caroline Dublanche, c'est du dimanche au jeudi de 23h à 1h sur Europe 1. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Très content de vous parler. Écoutez, c'est partagé. Je vous ai appelé déjà il y a très longtemps, mais là ce soir j'avais envie de vous parler parce que je voulais vous parler un petit peu de ma situation, on va dire sentimentale. Oui. En fait, voilà, je suis seul. J'ai 42 ans. Je suis seul depuis pas mal de temps maintenant. Oui. Combien de temps? Ça fait 5 ou 6 ans, je sais même plus exactement. D'accord. Ça remonte à loin. Mm-hmm. Et bon, la dernière histoire que j'ai eue était assez compliquée, on va dire passionnelle. Donc avec tout ce que ça peut impliquer d'émotionnel et de difficultés ensuite pour s'en remettre. Donc j'ai mis pas mal de temps à m'en remettre et en fait après comme j'ai aussi subi quelques galères professionnelles et personnelles, voilà, j'ai eu ça a augmenté la difficulté pour m'en remettre. Oui, ça fait beaucoup, oui. Tout s'est un peu accumulé là pour vous. Complètement, oui. Et du coup, aujourd'hui, voilà, j'ai envie de construire quelque chose, j'ai envie d'aller de l'avant, mais je sens que c'est compliqué et je sens que c'est compliqué pour moi parce que moi je suis quelqu'un qui rencontre des gens, beaucoup. Oui. Dans votre travail ou dans la vie en général? En fait, dans mon travail, je suis pas encore totalement en situation professionnelle. Je sors de formation, donc je suis en voie de trouver du travail. Mais je fais pas mal d'associatifs, je fais pas mal de choses. D'accord. Oui. Donc, je rencontre beaucoup de monde. Mais c'est vrai qu'on me dit. On dit de moi que je suis quelqu'un de plutôt avenant, sympathique et agréable, mais voilà, je n'arrive pas à passer le pas par rapport à voilà. Oui, à faire le premier pas vis-à-vis d'une femme qui vous plaît. Oui, c'est ça, et voilà. Et puis je ne sens pas chez les femmes une séduction, enfin en tout cas une envie de une séduction de sa part ou une envie de séduire de sa part. Vous pensez à quelqu'un en particulier là? Pas en particulier, non, pas en particulier. J'ai cru par moments que c'était il y a certaines personnes évidemment sur lesquelles j'ai pu avoir des vues, mais où j'ai cru même qu'il pouvait se passer quelque chose, mais je m'étais trompé, donc du coup je me remets beaucoup en question là-dessus, parce que je me dis que le problème vient probablement de moi et c'est probablement un barrage que je me suis mis et sur lequel je n'arrive pas à passer le pas. Donc, vous avez raison de dire que en général ça reste encore quand même le scénario le plus classique, l'homme qui fait le premier pas, même si les nouvelles générations, les jeunes femmes souvent sont plus entreprenantes, mais ça reste quand même en général l'homme qui est l'initiateur, mais parce qu'ils sentent aussi qu'il y a souvent, hormis ceux qui draguent à tout va, mais sinon c'est parce qu'ils sentent qu'ils sont encouragés d'une certaine façon par une attitude, ce que vous appelez l'attitude de séduction, mais c'est ça par une façon d'être, de se tenir, un regard, un sourire, donc ils vont oser se lancer. Absolument, oui. Bon, alors en même temps, quand vous dites que ça vient de vous, c'est-à-dire vous pensez que cette relation-là dont vous m'avez parlé, la dernière histoire, qui était très passionnelle, vous pensez que ça vous a un peu cassé, fait perdre de confiance en vous?
Oui, je pense que je suis quelqu'un déjà qui a pas énormément confiance en lui. En plus, j'ai pas mal de complexes physiques parce que c'est vrai que comme j'ai eu une période difficile, c'est vrai que j'ai pris pas mal de poids. Oui. Donc, du coup, c'est quelque chose qui est assez dur à vivre. Donc, Oui, vous avez pris beaucoup de kilos là. ouais, j'en ai pris plusieurs dizaines. Donc, Ah oui. En peu de mais temps. en peu de temps, en quelques années, hein, quand même. Mais bon, c'est vrai que du coup, je suis pas dans les standards, Oui. on va dire, que la société impose, plus ou moins. Ah oui, vous êtes à un niveau d'obésité, vous voulez dire? Ouais, d'obésité, oui, oui. D'accord. Mais c'est quelque chose que j'essaye, je pense, je peux dire ça de façon assez lucide, que j'essaye aussi non pas de cacher, mais enfin par mon attitude, de montrer autre chose, quoi. Que ce soit pas la chose la plus voyante chez... Oui, mais vous vous sentez vous pas bien quand même. Voilà. Ça crée une barrière, même si voilà, vous essayez de donner le change et de dire que c'est pas un problème. Vous me dites quand même que, et ça se comprend d'ailleurs, si c'est suite à des problèmes professionnels, en plus peut-être la séparation, enfin des soucis qui font que vous avez comme ça pris du poids, vous vous retrouvez pas vraiment non plus, vous vous reconnaissez pas. Je me reconnais pas. Alors en fait, le problème aussi au niveau du poids, c'est que moi j'ai des problèmes de comportement alimentaire. Donc c'est très embêtant à soigner. Donc là-dessus, je suis suivi et traité par rapport à ça, mais c'est une addiction qui est extrêmement compliquée à comment dirais-je, à traiter, parce que voilà, j'ai des addictions qui m'empêchent, on va dire, d'être de pouvoir. Alors je veux pas parler. Vous parlez d'addiction, c'est-à-dire c'est-à-dire en fait, je suis un mangeur émotionnel, quoi. Donc quand j'ai une contrariété ou quelque chose, je vais souvent aller manger quelque chose. Évidemment, ça va pas être des brocolis, des haricots verts. Oui, non, mais quand on a des pulsions comme ça boulimiques, c'est effectivement pas autour de brocolis et d'haricots verts. Hein. C'est du truc bien roboratif, quoi. Exactement. Bien sûr. Donc je suis suivi. Je vois une psychothérapeute pour ça. Donc j'ai assez bien cerné la question, mais ce qui est déjà un bon début. Mais après. Pour le traiter, c'est pas toujours évident parce que non. Il y a aussi c'est une addiction, je pense, mais c'est c'est-à-dire que c'est comme vous dites, c'est très compliqué quand on a des pulsions comme ça boulimiques. Hein, il y a des addictions dont on peut se dire je vais arrêter. On peut pas arrêter la nourriture. C'est ça le problème. Voilà, la nourriture, elle nous est vitale. Donc c'est après qu'est-ce qui fait qu'il y a ces pulsions souvent. Alors quand on est seul, la solitude, les soucis, le stress. Alors il y a des personnes qui réagissent, ça leur coupe l'appétit. Et puis d'autres où la nourriture va venir combler un vide, apporter un réconfort. Oui, c'est ça. Et alors j'essaye maintenant vraiment de prendre ça en main et d'ailleurs, je vais. C'est bien. Dans quelques temps, une cure d'amaigrissement. Ah, ça c'est super parce que les cures, c'est bien, ça fonctionne bien. En plus, c'est dans un environnement où tout est fait pour vous. Il n'y a pas la crainte du regard des autres puisque les personnes viennent là aussi pour des problèmes de poids. Donc il y a un environnement très bienveillant et puis ça permet de se recadrer un peu, enfin de redéfinir une bonne hygiène, refaire un peu de sport. Aussi, je sais pas si vous aimiez le sport ou pas trop. Si, en fait, vraiment, je faisais beaucoup de sport auparavant, c'est-à-dire quand j'étais plus jeune, j'ai toujours été gros quand j'étais petit déjà, et j'ai eu une période où j'ai perdu beaucoup de poids. Enfin, j'avais essayé de me prendre en main, donc j'avais 22-23 ans, donc j'avais réussi à perdre du poids et donc à trouver un poids. Mon poids de forme, quoi. Et pour le garder, je faisais énormément de sport. Sauf que, en fait, avec le recul, je m'aperçois que je faisais pas du sport par plaisir, mais vraiment par contrainte et justement pour justement essayer de ne pas reprendre du poids. Sauf que
le jour où j'ai eu vraiment des gros soucis professionnels, tout tout est parti. Oui, oui. Et puis après, c'est ça. Quand il y a, vous avez fait un peu de dépression à un moment. Oui, j'ai fait une période de dépression. Vous avez eu des antidépresseurs? Oui. Oui, parce que ça aussi, ça fait prendre du poids. Hein. Aussi, oui. Ah oui. Donc, vous voyez, il faut que votre organisme aussi retrouve un peu un équilibre. Bon, et effectivement, quand on traverse un épisode dépressif, on a plus d'envie, on n'a plus d'énergie. Donc, c'est pas là où on va se mettre à faire du sport. Et si on fait du sport par contrainte, comme vous dites, parce que on dit il faut perdre du poids, il faut trouver quelque chose où on a du plaisir. Ça peut même être de la marche. Le problème, c'est qu'il faut que ça soit assez longtemps, parce que pour que ça soit efficace, mais c'est le meilleur des sports, la marche. Si vous avez un bel endroit pour marcher. C'est d'ailleurs ce que j'essaye aujourd'hui de faire, c'est-à-dire c'est vrai que j'ai très envie de pouvoir reprendre le sport, mais j'ai beaucoup de difficultés à passer l'obstacle. Par exemple, c'est vrai que la piscine, c'est quelque chose qui me plairait, mais... Et oui, c'est compliqué. Voilà. Bon, et pourtant, ça c'est bien, parce que dans l'eau, on se sent plus léger. Oui, donc c'est agréable, mais il y a le regard des autres qu'il faut aborder. Oui. C'est pour ça que lors de la cure, il y a vous pourrez voyez, aller là à la piscine. Il y aura certainement des exercices prévus ou de l'aquagym, des choses comme ça. Où là, il y aura pas cette crainte du jugement des autres, puisque les personnes seront là avec le même problème. Et la même crainte aussi. Donc, ce sont souvent des personnes qui n'osent pas aller à la piscine parce que se déshabiller et se mettre en maillot de bain devant les autres, ça, c'est trop pénible. Le problème, il n'est pas tant là, si vous voulez. Moi, le problème, il est plus, on va dire, de faire le pas, d'aller à la piscine, de se mettre en maillot. Enfin, une fois que je suis dans l'eau, ça va, tout va bien. Je peux même sortir de l'eau. Bon, après, j'oublie le regard des autres. Il me gêne pas tant que ça, le regard des autres. Et d'ailleurs, il est jamais malveillant. Enfin, moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Enfin, j'ai jamais eu de problème. Depuis, en tout cas, depuis que j'essaye d'accepter la situation, parce que même si je peux pas dire que je l'accepte tellement, mais j'ai jamais eu de regard réprobateur ou méprisant vis-à-vis de ça. Moi, ce qui me pose vraiment souci, pour ça je voulais aller un petit peu plus loin, c'est que la prise de poids et puis le fait aussi de pas forcément avoir été bien dans ma situation professionnelle et autres, m'a fait m'a fait poser un problème avec ma virilité. Et parce que c'est-à-dire j'ai eu vraiment la sensation d'avoir un souci vis-à-vis de cette virilité-là, de ce que peut représenter un homme vis-à-vis d'une femme, ce qu'une femme peut attendre d'un homme. Et j'ai la sensation on va dire, de ne pas remplir, entre guillemets, ma fonction masculine, quoi. Et qu'est-ce que vous pensez que ça serait de remplir sa fonction masculine dans mon schéma, mon schéma à moi, une femme recherche un homme. Alors après, je parle pas forcément de physique, mais recherche peut-être déjà avant tout une sécurité affective, une sécurité, j'allais dire matérielle, mais pas forcément, mais au moins quelqu'un de fiable sur qui on peut vraiment se reposer et qui assume vraiment, qui n'est pas en attente que l'autre règle ses problèmes. Oui. Donc je suis très conscient de ça, mais j'ai pas l'impression de donner cette impression de remplir là. Mais c'est normal, parce que si vous êtes vous en plus un peu fragilisé en ce moment, ça vous paraît compliqué d'apporter de la sécurité. Mais je pense que je donne cette sensation de fragilité. Voilà, je pense que c'est cette image-là que je dégage. Je suis quelqu'un d'assez sensible dans la vie, donc ce qui n'est pas forcément c'est pas du tout rédhibitoire, parce que les femmes, je peux vous le dire, sont sensibles justement au fait qu'un homme puisse exprimer sa sensibilité. Oui, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que ça qui
qui ressort. Donc oui, vous avez du mal à vous affirmer en tant qu'homme. Mais parce que vous vous mettez aussi une pression terrible, hein, parce que quand vous dites que finalement dans cette histoire, c'est comme si c'était vous qui deviez tout apporter, tout assumer, tout porter. Je comprends que ça soit un peu angoissant. Non, je dis pas tout porter, tout assumer, mais en tout cas assumer en tout cas. Assumer, s'assumer soi. Voilà. Parce que bon, je discute beaucoup avec j'ai beaucoup d'amis et filles avec lesquelles je discute. C'est bien ça. Elles me disent toutes ce qu'on a du mal nous à accepter, c'est un homme qui soit, on va dire, voilà, qui se repose forcément sur l'autre, qui en fait se met en couple pour régler ses problèmes, enfin bien sûr, qui recherche une maman, enfin oui. Et moi c'est pas du tout ce que je recherche d'ailleurs. Non, c'est ça, c'est-à-dire que j'ai envie de dire la réciproque est vraie. Pour un homme, ça serait aussi peut-être pénible d'avoir une femme qui ne s'assume pas du tout et qui lui demande constamment d'être rassurée sur elle-même, parce qu'à un moment, au départ, même si ça peut être valorisant ce rôle-là, très vite, enfin à la longue, il peut y avoir un phénomène d'usure. Parce que face à une personne qui se dévalorise, qui se déprécie et qui demande constamment à son partenaire d'être rassuré, au bout d'un moment, vous voyez, ça peut pas fonctionner, c'est usant. J'ai été avec des femmes qui étaient un petit peu comme ça, un petit peu qui avaient besoin voilà, moi ça me, comment dirais-je, ça me donnait une sorte d'amour-propre d'être aussi avec une femme qui avait une sorte de fragilité, qui avait besoin de se reposer sur moi. Oui, c'est valorisant. C'est valorisant, oui. Voilà. Et quelle image vous avez de votre père? Enfin, quelle relation entreteniez-vous avec votre père, enfant, adolescent? C'est une relation qui est assez, je veux pas dire compliquée, mais en tout cas qui je pense, n'est pas allé assez loin, quoi, dans le sens où mon père n'est pas quelqu'un qui communique énormément. Mon père est quelqu'un d'assez finalement fragile. J'ai pendant longtemps eu l'image de mon père de quelqu'un qui portait justement le couple et la famille, mais je me suis aperçu en fait que c'était plus ma mère au bout du compte, ce qui m'a fait quand même un choc au bout d'un certain temps. Oui. Et oui, la personne forte, c'était votre mère. C'est ma mère, Et en fait, mais je veux dire, mes parents sont dans un schéma, on va dire, un peu ancien. C'est-à-dire, mon père travaillait, il ramenait l'argent à la maison, ma mère ne travaillait pas, était mère au foyer. Oui, mais pour autant, c'était quand même elle qui avait le pouvoir. Oui, c'est ça. Derrière ce schéma classique, où on dit, voilà, l'homme travaille, rapporte l'argent, ça ne veut pas dire pour autant que c'est lui qui a le pouvoir à la maison. Exactement. Et pendant longtemps, je l'ai cru, et en fait, c'était un leurre, quoi. Il y avait surtout de caractère. Ma mère est plus forte que mon père. Et vous vous entendez bien avec votre mère? Je m'entends bien avec ma mère. Disons que ma mère me considère toujours un petit peu comme son enfant. Je peux pas la blâmer pour ça, mais non, mais enfin, ça vous aide pas. J'ai du mal à accepter qu'elle me considère pas comme un adulte à part entière. Quoi. Voilà. Oui, parce que de fait, vous serez toujours son enfant, elle sera toujours votre mère, voilà. Mais vous êtes aujourd'hui adulte. Oui. Vous êtes son fils adulte. Et vous n'arrivez pas à avoir des relations d'adulte à adulte. Non. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à l'appeler maman. C'est quelque chose qui me tord la bouche. Vraiment, c'est très difficile pour moi. Parce que ça me renvoie à cette image d'enfant que je ne veux pas lui faire, que je veux pas lui donner, quoi. Oui. Petit, vous l'appeliez facilement maman? Comment? Petit, vous l'appeliez facilement maman? Quand j'étais plus jeune? Oui. D'accord. Oui, aujourd'hui c'est volontaire, c'est pour marquer une distance. Oui, j'évite, quoi. C'est quelque chose qui est vraiment difficile. Elle me le reproche d'ailleurs. Parce que elle le considère que elle le vit mal, ça l'agresse un peu, certainement. Évidemment. Mais moi, vous pourriez lui dire peut-être que ce qui est compliqué pour vous, c'est que vous avez l'impression qu'elle vous voit toujours comme si vous étiez petit et que ça facilite pas les choses. Oui, j'ai essayé de lui dire, la discussion est pas facile avec elle. C'est ça le problème, c'est que
Est-ce que c'est pas pour cette raison que vous, justement, jusque-là, vous avez choisi des femmes qui étaient plutôt à l'opposé de l'image de votre mère et peut-être, voyez, un peu fragile, un peu insécure, par rapport à cette mère qui, finalement, ce père qui était assez effacé et avec qui, c'est pas qu'il n'y avait pas d'amour, hein, mais qui comme il parlait peu, il vous a pas, il était un peu absent finalement, moralement, je veux dire, pas physiquement, mais moralement. Il a été longtemps physiquement. Hein, ah bon? Oui, parce qu'il a travaillé beaucoup en tant que représentant et étant petit, il pouvait s'absenter 2-3 jours et faut aussi, je vous explique, j'ai une histoire familiale qui est un petit peu compliquée, c'est que j'ai un frère qui est handicapé mental. Oui. Et ça a été quelque chose de très très dur pour mes parents évidemment. Ça a été, et puis de fait, pour vous aussi. Subi les conséquences parce que j'ai, on va dire, mes parents m'ont lancé le message de dire que bon, bah voilà, si je devais avoir des problèmes, fallait que je les garde pour moi. Il y avait déjà suffisamment d'un qui avait des problèmes à la maison. Donc en gros, il fallait que je fasse toujours bonne figure, quoi. Et ça c'est compliqué. Et en plus, bon, on m'a bien fait comprendre que ma vie après eux, bah, c'est moi qui m'occuperai de mon frère et tout ça. Donc si vous voulez, les perspectives de vie étaient pas spécialement réjouissantes. Ça c'est lourd pour vous quand même de vous demander ça. Enfin, vous sentez le fait que c'est vous qui devrez vous occuper de votre frère, parce que entre être présent pour lui, mais l'avoir comme il vit chez vos parents. Non, plus maintenant. Non. Il est dans un foyer. Pendant longtemps, il a été, une fois qu'il a atteint l'âge d'être adulte handicapé, donc c'est très difficile de trouver des centres, des structures, handicapés mentaux. Adaptées, il est resté plusieurs années à la maison où il a pas mal régressé. Et moi, j'étais là et donc j'ai aussi subi tout ça, quoi. Donc, si vous voulez, ça a été une période extrêmement difficile et traumatisante. Et pour moi, bon, bah, ça a été un poids extrêmement lourd. Et oui. Il y a beaucoup de choses lourdes qui pèsent sur vous. Hein. Puis vous savez, le fait de prendre du poids aussi, c'est une manière de s'affirmer, de prendre une place. Hein, complètement. Si je peux dire. Complètement, parce que c'est souvent le problème dans les fratries comme ça où il y a un enfant, un frère ou une sœur qui est handicapé. C'est très compliqué parce qu'ils sont un peu délaissés et on peut pas jeter la pierre aux parents, et les parents effectivement s'occupent avec d'autant plus de sollicitude, d'attention, de soins de l'enfant qui est le plus fragile, le plus handicapé, mais du coup c'est vrai qu'ils peuvent pas être partout et donc ça crée des différences. Et c'est d'autant plus compliqué pour les autres de se plaindre, parce que sinon on se vit comme mauvais quand on a conscience après qu'on grandit un peu de réclamer finalement son dû, en se disant bah oui, il y a ce frère qui forcément nécessite plus de soins, mais il n'empêche que vous aussi vous aviez besoin d'attention. Et c'est vrai que vous le dites très justement aujourd'hui, être dans un corps comme ça différent, grossir, c'est aussi dire je suis là, j'existe. Oui. Mais je trouve que, enfin, il y a plein de choses. Je pense que votre thérapie, elle va vous permettre vraiment d'évoluer, parce que je trouve que vous vous exprimez très bien. Vous êtes très conscient, très lucide. Je suis suivi, donc heureusement, j'ai réussi à quand même cerner quelque chose. Oui, mais assez introspectif en plus, donc. Mais on vous sent engagé aussi, on vous sent impliqué dans cette démarche. Donc il y a des choses qui ont pesé sur vous, et notamment dans cette image où c'est important de travailler sur cette affirmation de vous en tant qu'homme, parce que c'est aussi le père qui est évidemment d'une importance capitale pour un garçon. C'est lui qui va le soutenir pour qu'il soit fier d'être un garçon, et lui donner ce qu'il faut pour qu'il devienne son égal. Mais si ce père est un peu fragile, un peu absent, mais si vous voulez, ça donne des garçons qui deviennent un peu sur d'eux. Vous voyez, parce que ils sont dans un vide, quoi. Enfin, ils sont, et ce vide, vous le comblez avec la nourriture. Ben, c'est ça. Et puis mon père avait des attentes vis-à-vis de moi, c'est-à-dire par rapport
à ma situation professionnelle et tout ça. Et pendant longtemps, j'ai cherché, on va dire, à y répondre et à lui faire plaisir, en fait. Or aujourd'hui, j'ai envie d'être moi-même, tout simplement. Oui, mais c'est bien. Vous allez vous délester petit à petit aussi de tout ce qui vous pèse dans votre histoire personnelle, dans votre histoire familiale, Ouais. et de combler. Vous allez aussi combler un peu ces carences, ces manques, et donc vous aurez moins besoin de vous réfugier dans la nourriture. Mais du coup, moi, j'ai une question à vous poser. C'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à aller justement vers une séduction. Bon, bien sûr, j'ai ce complexe physique, mais je pense qu'il est pas le seul problème. Non, mais c'est difficile de vous affirmer en tant qu'homme aussi. C'est Parce ça, que oui. vous avez un père qui a été assez absent, une mère qui du coup ça la rend très présente, elle, dans votre vie encore aujourd'hui. Bon, Oui. donc Je vais dire le mot. Je pense que ma mère était assez castratrice avec moi. oui, donc vous avez ça crée une certaine ambivalence vis-à-vis des femmes. À la fois vous avez envie, vous les désirez, vous avez envie d'elles, mais en même temps pas trop envie qu'elles prennent le pouvoir sur vous. Oui, j'ai peur de perdre une liberté aussi. C'est évident. Mais en même temps, moins qu'il y a quelques années. C'est parce bien. que c'est vrai qu'en plus, Donc la ça dernière évolue. fois, j'ai vécu ayant été extrêmement difficile, où justement, j'ai eu l'impression d'avoir été complètement avalé par toute cette histoire, où j'ai eu le sentiment d'avoir perdu totalement mon libre arbitre. Bon, pendant longtemps, effectivement, j'étais assez réfractaire, et maintenant aujourd'hui je sais, enfin, je suis prêt à accepter aussi que une histoire d'amour, c'est aussi c'est pas une perte de liberté, c'est effectivement aussi et de temps en temps, enfin je veux dire, perdre sa liberté pour quelqu'un d'autre, c'est pas non plus. Voilà, et on perd, enfin, si vous voulez, parfois il faut accepter de perdre un peu pour gagner ensuite, mais Voilà, on peut perdre sa liberté si on s'installe dans une relation de dépendance où on crée ce rapport de force, peut-être que vous avez vu un peu chez vos parents, mais si vous voulez, on n'est pas des moitiés d'êtres humains, hein. Normalement on est des êtres humains assumés, accomplis, et donc si ces deux êtres humains, avec leur fragilité, parce que ça n'empêche pas d'avoir des fragilités, mais qui se rencontrent, on n'est pas là à chercher à tout prix à fusionner et à s'installer dans une relation où, oui, on peut avoir le sentiment du coup de perdre beaucoup d'autonomie, même si c'est au départ ce qu'on recherchait. Oui, exactement. En tout cas, il y a Namas Pamous qui dit c'est une bonne nouvelle cette cure à venir. Vous verrez une fois bien dans votre corps, vos relations au monde seront moins complexes. Du moins, je vous le souhaite. Et puis il y a également Brigitte qui dit vous semblez répondre justement aux critères que vous énonciez tout à l'heure quand vous parliez de ce que doit être un homme. Elle dit vous paraissez clair, intelligent, sensible et responsable. Oui, vous voyez pas, mais oui, c'est ça. Il faut aussi apprendre à voir les atouts que vous avez. Et Zach qui dit oui, votre surpoids est peut-être une cuirasse utile à la confrontation du monde extérieur compte tenu de votre sensibilité. Mais bon, il y a d'autres explications d'après ce que vous avez dit. Je crois, chaque chose en son temps, vous êtes en train, j'ai bien compris que tout ne tourne pas autour de ces complexes, qu'il y a aussi une difficulté dans votre relation aux femmes, mais que vous allez clarifier certainement en travaillant, en prenant un peu de distance par rapport à une image peut-être un peu, castratrice des femmes. Vous voyez, donc du coup aussi, vous n'irez pas forcément vers le même type de femme. Vous allez voir. Peut-être, mais je pense que vous avez parlé de pression tout à l'heure, et je pense que de ma part, il y a aussi une pression que je me mets beaucoup vis-à-vis de la séduction que je devrais que je devrais mener, engendrer, et que finalement, je pense que c'est quelque chose qui me dessert totalement. Et je pense qu'il y a beaucoup de ça. Je pense que il y a pas j'ai besoin de lâcher prise aussi. Oui, d'être un peu moins exigeant par rapport à vous. Oui, c'est ça mon problème. Oui, vous attendez, il faudrait que vous soyez un modèle idéal. Bon, non, vous êtes avec justement ces fragilités que vous pouvez dépasser, surmonter. Et le fait d'en avoir conscience, c'est une force. Les gens, on n'est pas de toute façon que forts ou que fragiles, mais ceux qui se disent forts et qui n'admettent pas leur fragilité sont ceux qui en fait sont le plus fragiles. Quand ils craquent vraiment. Oui, bon. c'est sûr.
Donc non, faites-vous confiance, poursuivez, allez vers ce qui est bien pour vous. Après, rien ne vous empêche de, parallèlement à votre thérapie, de faire un peu de, je sais pas, de relaxation, de yoga, de sophrologie, quelque chose un peu pour, voyez, peut-être quand vous avez comme ça ces pulsions boulimiques, apprendre à respirer, enfin, essayer comment vous pouvez un peu compenser ça. D'accord. Ça m'aide, d'ailleurs. Oui. Oui, je sais que je travaille beaucoup sur la respiration. J'ai fait d'ailleurs du théâtre, du chant qui m'a beaucoup aidé là-dessus, puis aussi à m'affirmer d'ailleurs, et à travailler la respiration aussi. Et je me suis vraiment aperçu des bienfaits que ça pouvait avoir, quoi. Oui. Donc mais, vous êtes mais vous êtes sur la bonne voie. Hein, ça va aller. Après, il y a des choses qui se débloqueront. Et peut-être qu'il y a autour de vous des femmes qui, en fait, seraient peut-être prêtes et que pour le moment vous ne les voyez pas vraiment aussi. Ça c'est joué aussi, ouais. Donc j'essaye de capter un petit peu les regards, mais peut-être qu'il y a des choses qui. Oui, mais vous voulez au départ, vous avez voulu capter le regard de vos parents, quoi. Hein, donc déjà à la base, donc c'est déjà quand vous allez être un peu plus bienveillant vis-à-vis de vous-même, vous allez voir, il y a des choses qui vont bouger. Bon. Merci en tout cas de votre appel. Moi, je reste très confiante pour vous. Merci. Au revoir Arnaud. Je vous embrasse. Au revoir. Alors, notre Majesté, elle aussi, nous fait un petit coup de calgon là, cette nuit. Notre Majesté, le roi George, donc qui était, vous n'entendiez plus, vous vouliez avoir de ses nouvelles. Il dit que, il se demande s'il va peut-être pas démissionner, lui aussi, parce qu'il se sent un peu trop vieux pour demeurer le roi de l'émission. Il pense qu'à dormir. Il n'arrive plus vraiment à administrer son royaume de la nuit. Alors qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'on va se réunir, voir s'il y a de la fumée blanche qui sort pour élire un nouveau roi ? Je ne sais pas, mais bon, moi je l'aime bien ce roi-là, donc gardons-le un peu. L'hiver, c'est normal d'avoir envie de dormir. Les affaires du royaume de la nuit se gèrent pas trop mal. Allez, on va accueillir Barbara. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Barbara. Vous êtes enrouée. Oui, je suis bien enrouée, oui. Je tenais avant tout à vous souhaiter, à vous et à toute votre équipe, une bonne et heureuse année. Ah oui, il n'est jamais trop tard, oui. Oui, merci. Bonne année à vous. Avec beaucoup de retard, merci. Oui, non, mais merci à vous. Belle année à vous aussi. Merci, donc je suis une fidèle au poste, et ça depuis déjà 13 ans. Oui, en effet. Donc voilà, je ne sais pas par où je peux commencer. Eh bien, vous vouliez parler d'une séparation dont vous avez du mal à vous remettre. Vous viviez avec quelqu'un depuis 1 an et demi. 6 ans. Ah, bon, moi sur ma fiche, je pensais que c'était depuis 1 an et demi que vous viviez avec lui. Donc ça faisait 6 ans. Oui, tout à fait. Alors pourquoi vous êtes-vous séparés ? On s'est séparés suite comment dire, au décès de son papa, quoi. Il a honoré la promesse de son père, qui veut dire, il lui avait promis que s'il devait arriver quoi que ce soit à sa mère, qu'il s'en occuperait, quoi. Mais il avait fait cette promesse quand son père était malade ? Oui, quand son père était malade, oui, tout à fait. Bon. Alors donc, il a fait ce choix-là, qui est quand même... Quel âge a-t-il, cet homme ? 52 ans. Oui, mais enfin, c'est un choix assez fou, quand même. Parce qu'il soit présent pour sa mère, c'est une chose. Qu'il soit là, enfin, vous voyez, on sait bien que l'assistance à des parents âgés, c'est un devoir, et si on s'y soustrait, quelque part, on est un peu dans l'inhumanité, il y a quelque chose qui va pas, là. Mais en revanche, si on le fait au prix de sa propre vie, là, il y a quelque chose qui est très problématique. Ça veut pas dire qu'on doit y sacrifier sa propre vie. Oui, ce qui me perturbe un petit peu actuellement, c'est que j'ai quand même été là à l'accompagnement de la vie, c'est pas de son papa, quoi. J'ai été là du début à la fin, et donc c'est fait que
maintenant, je sais plus du tout où j'en suis vis-à-vis de tout ça, quoi. De toute façon, vous ne pouvez que... J'ai comme fait un soin palliatif, si je peux dire, quoi. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de son papa. Oui, mais c'est là où il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez été très présente, vous l'avez soutenu, et puis bon, au final, il vous dit, bah, je te quitte et je vais vivre avec ma mère. Enfin, bon, écoutez. Il m'a pas dit qu'il m'a quitté physiquement, mais bon, vu qu'il y a personne pour s'occuper de sa maman, il s'en occupe, quoi. Donc. Alors attendez, je comprends pas. Quelle est la nature de votre relation aujourd'hui? Parce que moi, je pensais que vous étiez séparés. On n'est pas séparés, comment dire, physiquement, quoi. On continue à se voir, mais bon, dans tout ça, c'est ça qui est un petit peu très très flou dans cette relation, quoi. Bon, alors donc en fait, vous continuez à vous voir, à avoir une relation amoureuse, mais alors que vous viviez ensemble depuis 6 ans, il est parti vivre chez sa mère. Mais vous n'êtes pas obligé d'accepter ça, hein? C'est pas étonnant que vous ayez du mal à le vivre. Enfin, on le sent d'ailleurs. Hein, vous semblez particulièrement affecté. Mais vous n'avez pas accepté ça. Il n'a pas à vous imposer ça. Parce que sa mère, elle est malade. Qu'est-ce qui se passe avec sa mère? Non, elle est âgée. Hein. Elle a quel âge? Simplement. Elle a 80 ans. Bon, oui. Mais elle est autonome. Ça a toujours été son mari qui a été là, donc... Mais oui, mais son fils n'a pas remplacé son père. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette problématique-là? Le mari a toujours été là, alors bon, ok, elle était dépendante de son mari, mais pour autant, elle va pas former un couple avec son fils maintenant. Apparemment, c'est comme ça. Donc, il est fils unique? Ils sont deux, il y a une fille et un garçon, et c'est fils unique. Non, donc oui, enfin, c'est le seul fils, mais il y a une autre fille. Et alors pourquoi finalement la sœur, elle, ne prend pas le relais un peu auprès de la mère, malade, pouvoir la... La sœur est malade. Elle ne peut pas se libérer, donc voilà. Mais elle a une grave maladie? Donc je suis obligée de subir tout ça. Non, vous n'êtes pas obligée, Barbara. Je sais pas ce que je peux lui dire. Barbara, vous n'êtes pas obligée de subir. Bon, on a un petit souci de portable, visiblement, problème de batterie avec Barbara. On va essayer de la rappeler. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Alors, un petit message de Sergio, évidemment, qui dit « Mais comment ça? Un roi ne démissionne pas, il abdique. Et t'as pas intérêt d'abdiquer, Papy Bougon. » Ah mais il y a déjà des candidats sur la liste. Il y a Matteo qui se porte un candidat. C'est vrai qu'un roi, non, il est pas élu comme ça. Hein. C'est pas la démocratie forcément, fatalement plutôt, je voudrais dire. Il y a Matteo qui dit: je vous écoute depuis très peu de temps, mais je suis maintenant un fidèle auditeur du dimanche au jeudi. J'aime beaucoup votre émission, y réagir et rester à l'écoute des solutions que vous et les auditeurs proposez. Allez, on va accueillir Gérard. Bonsoir Gérard. Bonsoir Caroline. Voilà, j'ai 60 ans. J'ai connu une charmante personne à l'âge de 26 ans. Oui. Elle en avait 23. Oui. Et je suis tombé amoureux d'elle d'une façon assez passionnée. Et donc, on a mis fin à nos relations après plusieurs mois de relations épistolaires. Et pour quelle raison vous avez Alors ça, c'est un mystère. Elle ne le sait même pas elle-même. J'ai essayé de la contacter. Je l'ai contactée d'ailleurs la semaine dernière. Et bon, tant d'années après? Oui, 34 ans après. Ouais. 34 ans après, vous aviez besoin d'avoir l'explication, de savoir pourquoi elle était partie? Oui, enfin... Vous avez de la suite dans les idées, hein, mon cher Gérard. Disons que pour ça, j'avais une bonne raison, c'est que je fais des rêves. Je rêve d'elle. Oui. Après tout ce temps, c'est assez étonnant, mais bon, c'est d'ailleurs l'une des raisons qui m'ont poussé à vous appeler. Oui. Parce que je comprends pas pourquoi, après autant de temps, je sais que c'était un amour assez passionné. Que j'ai jamais retrouvé d'ailleurs, et je suis actuellement marié et c'est pas du tout
pas du tout la même chose avec ma femme. D'ailleurs, ça n'a jamais été une relation comme ça aussi forte avec votre épouse, ou c'est parce que vous êtes mariés depuis un moment et forcément la passion s'est estompée? Je suis marié depuis 1984 et c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de sentiments entre nous, et même plus du tout. Donc, de votre part de ma part et puis de la sienne aussi. Ouais, d'accord. Ouais. D'ailleurs, on s'en aperçoit, mais on vit sous le même toit, mais en fait, sans vraiment des sentiments l'un pour l'autre. Ah donc, alors, oui, c'est assez déprimant. C'est déprimant, et puis bon, c'est vrai que j'aimerais beaucoup donner de l'affection à une femme, et donc. Alors, vous l'avez recontacté? Alors, je l'ai recontacté, et je dois vous dire avant que cette femme, après les relations épistolaires qu'on a eues, elle m'a contacté par téléphone plusieurs mois après. Mais attendez, les relations épistolaires, c'était dans votre jeunesse ou là récemment? C'était dans ma jeunesse, oui. D'accord, elle vous a recontacté quelques mois après, donc, pour vous dire quoi? Alors, elle a trouvé mon numéro de téléphone alors que je venais de l'avoir. Et c'était pour me dire que m'entretenir de relations amicales, quoi. C'était pas. Elle m'avait dit il faut tourner la page. J'avais mis en doute ses paroles, mais je ne savais pas vraiment si ça pouvait durer, quoi. Alors, si ça pouvait durer, quoi, cette page tournée? Oui. Mais vous n'aviez pas envie d'y croire, surtout, vous ne vouliez pas l'accepter. Voilà, c'est ça. Donc à un moment, elle a dû, dans sa lettre, être plus incisive, plus déterminée. Oui, mais j'ai beaucoup insisté, hein, mais oui. Bon, il y a aussi la distance qui nous sépare, puisqu'elle est enfin, je peux dire le département. Non, ça n'apporte rien au témoignage, et on fait en sorte que les personnes ne soient pas identifiables. Voilà. Bien sûr. Disons qu'il y a 300-400 km qui nous séparent, donc ça a été un peu difficile de se revoir. Et bon, après on a fait nos vies, chacun séparément. Et d'ailleurs on a une fille qui a le même âge, 26 ans. Et bon, ça c'est un détail, mais c'est pour vous dire que le temps a passé, et malgré ça, j'éprouve encore beaucoup d'affection pour elle. Alors vous l'avez recontactée, donc? Oui, je l'ai contactée la semaine dernière, et elle m'a très bien accueilli, elle s'est souvenue de moi, sans se rappeler mon nom de famille, mais moi je me suis très bien souvenu d'elle, de son nom de famille et de son prénom. Donc c'est comme ça que j'ai pu obtenir son numéro de téléphone. Et bon, elle a dû être surprise quand même. Oui, c'est sûr, oui. Mais elle m'a fait un très bon accueil, et je l'ai fait rire d'ailleurs, malencontreuse, enfin malgré moi. Et donc j'aimerais continuer d'entretenir ces relations téléphoniques, mais je me demande si maintenant qu'elle est de nouveau accompagnée. Elle est en couple, elle? Voilà, oui. C'est ce qu'elle m'a dit. Hein. Il faut la croire. Pourquoi elle vous dirait oui. Oui, je pense que oui, oui. Mais disons que j'aimerais la recontacter pour savoir exactement, qu'elle me donne des précisions sur ses relations avec cet homme. Mais ça vous regarde pas, Gérard? Oui. Là, vous seriez intrusif, attendez. Elle n'a pas de compte à vous rendre, cette femme? Non, mais certes, mais si... disons que c'est vrai, c'est sûr, c'est délicat, mais j'aimerais savoir quand même. Non, mais on voit bien que vous aimeriez, votre couple, vous dites qu'il y a plus de sentiments, et donc il y a cet amour de jeunesse qui vous hante, et c'est aussi retrouver une seconde jeunesse, à travers elle. C'est quand même retrouver cette période bénie un peu de votre vie. Ouais. Où en plus vous restez sur une souffrance. Pourquoi? Un peu obsessionnelle, pourquoi elle vous a quitté, vous ne comprenez pas. À un moment, il faut un peu renoncer à comprendre, c'est-à-dire entendre que l'autre nous quitte et qu'il a ses raisons, et que parfois on ne peut pas toujours nous comprendre, on ne peut que l'accepter. Mais là, quand vous la rappelez
je me permets quand même de vous dire, prudence, parce que vous la rappelez, elle vous accueille gentiment, très bien. Mais de là maintenant à dire que vous voulez la rappeler pour savoir un peu plus quelles sont la nature des relations avec cet homme, non, là vous allez trop loin. C'est-à-dire que on voit bien que vous espérez que ça soit un peu comme dans votre couple, que ça soit délité et que donc il y aurait quelque chose de possible. Mais pour autant, c'est pas en la questionnant, quoi. Je sais pas ce que vous vous êtes dit après. Est-ce que vous vous êtes dit, est-ce qu'elle a dit, ça m'a fait plaisir de te parler, on peut se recontacter? Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Alors, elle était un peu pressée, donc on a raccroché assez rapidement. Ce que je peux vous dire, c'est que je lui ai laissé mon numéro de portable. Et c'est elle maintenant qui doit me rappeler. Voilà. Alors déjà c'est une élégance. Vous la laissez elle libre ou pas de vous rappeler. Oui, bien sûr. C'est pas. Je trouve que vous avez fait cette démarche qui est tellement chargée d'attente, d'espoir, peut-être trop d'ailleurs. Elle, c'est à elle. La balle est dans son camp de vous rappeler ou pas. Oui, tout à fait. Mais ce que je dois ajouter aussi, c'est que c'est devenu obsessionnel. Oui, j'entends ça. Oui. Mais c'est obsessionnel parce que vous vous ennuyez terriblement dans votre couple. Oui. Il y a un vide. Vous voyez, le problème vient de là. Donc cette femme, elle représente aussi c'est cette relation, cette relation passionnelle que vous avez eue. Vous étiez jeunes tous les deux. Et là, tout d'un coup, c'est quand on va pas bien, on se réfugie dans son passé, vers ce qui a bien marché. Je sais pas dans vos rêves d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe, comment vous rêvez d'elle, L'image est quand même assez floue, mais. Mais qu'est-ce qui se passe, quel est le scénario? Est-ce que c'est des images très fugitives. Il n'y a pas vraiment de scénario. C'est-à-dire que à un moment donné, j'ai su que c'était elle parce que j'ai demandé à sa sœur et elle m'est apparue assez loin. C'est quelque chose d'un peu allégorique. Enfin, c'est quelque chose d'assez mystérieux quand même. Mais je sais que c'est elle. Oui, enfin, d'accord. Vous projetez sur cette femme qui vient et vous pensez que c'est elle. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous en fassiez cette interprétation-là. Enfin, on voit bien que ça vient combler un vide. Vous le dites vous-même, c'est un peu obsessionnel. Et donc, je crois que, si vous voulez, il y a quelqu'un qui dit, au lieu de vous concentrer sur cet amour de jeunesse, vous pouvez aussi, par rapport à ce couple qui existe et dans lequel vous n'êtes plus heureux, envisager autre chose. Parce que finalement, vous me dites, vous êtes dans un couple où il n'y a plus de sentiments, ce qui est très très déprimant. Et du coup, l'espoir, le salut viendrait de cette femme. C'est pas étonnant que vous y mettiez autant d'attentes. Mais peut-être que le salut, il vient d'ailleurs. Il peut être ailleurs. C'est-à-dire qu'après tout, pourquoi vous restez dans une situation aussi négative? Vous voyez, donc toute votre énergie, vous la mettez dans cette femme, dans l'illusion qu'elle pourrait, elle, tout vous apporter, vous rendre heureux. N'oubliez pas que cette femme vous a quitté. Elle avait ses raisons. Et alors, je ne sais pas, la balle est dans son camp. Peut-être qu'elle vous recontactera et que vous aurez une belle surprise, qu'elle aura envie de vous voir. Puis qui sait que ça ira plus loin. Mais si vous voulez, vous l'avez appelée, elle vous a bien reçu, mais elle était quand même un peu pressée. Donc voilà, elle vous a dit. Oui, je comprends. Elle sait s'en expliquer. Donc, elle donne des cours d'orthographe bénévolement. Et puis, elle avait un rendez-vous également l'après-midi, donc je la comprends très bien. Mais, enfin, si vous voulez, il y a Sergio qui dit attention de ne pas être trop lourd dans votre façon d'agir, parce que là, pour le coup, vous risqueriez définitivement de la perdre. Quelqu'un qui vous dit de pourquoi pas chercher ailleurs au lieu de se concentrer sur cet amour de jeunesse. Oui, Brigitte qui dit elle a continué sa vie de son côté et les choses sont sans doute très dissymétriques. Vous risquez d'être déçus parce que vous avez tellement d'attentes. Alors il y a Véronique qui dit plus de 26 ans d'ailleurs ont passé 34 ans.
Véronique dit, moi, je le prendrais très mal. Bon, après, chacun réagit. Mais je pense que, bon, vous êtes dans une souffrance, vous êtes dans un vide, vous vous ennuyez terriblement. Et du coup, c'est pas étonnant. C'est le rêve, c'est que vous voulez vous voulez une femme. D'ailleurs, c'est une femme qui apparaît dans vos rêves comme une forme d'allégorie. Mais vous dites, vous êtes sûr que c'est elle. Mais ça peut être une autre femme aussi. C'est-à-dire la quête d'autre chose, d'une autre relation. Ouais. C'est peut-être aussi vers ça. Vous voyez qu'il faut aller ne pas rester dans cette situation qui est assez déprimante et assez, c'est stérile, vous voyez. Alors vous verrez bien si elle vous rappelle. Bon, et peut-être qu'elle aura envie de vous revoir d'ailleurs amicalement, mais ne mettez pas tous vos espoirs en elle parce que c'est un refuge aussi. Hein, soyez prudent, d'accord, Gérard ? Oui. Voilà. Oui, bien sûr. Bon courage en tout cas. Je vous remercie. Au revoir. Bonne soirée. La nuit continue sur Europe 1 avec vos témoignages au 39 21 et également toutes vos réactions qui arrivent par mail sur le site europe1.fr ainsi que par SMS au 7 39 21. N'oubliez pas le mot de passe qui est nuit. Alors des réactions pour Gérard qui il y a 34 ans de ça a été très épris d'une jeune femme de 23 ans qui l'a quitté et Gérard aujourd'hui est dans un couple où, dit-il, il n'y a plus de sentiments. Il a décidé de recontacter cette personne qui aujourd'hui est en couple. Et on sent qu'il met beaucoup d'espoir dans cette rencontre. Alors, Ninon dit, vous savez, parfois nous prenons pour certitude ce qui n'est que l'intensité de nos désirs. Marc dit, moi j'insisterai pas, vous espérez bien sûr que son couple batte de l'aile comme le vôtre. Il y aura peut-être une surprise, mais rien n'est moins sûr. Et puis, il y a Cathy, elle qui dit, il y a certains amours comme ça qui laissent des traces en nous et c'est tant mieux. Quelqu'un qui dit, tiens, il y a 2 ans, j'ai retrouvé mon premier amour au bout de 31 d'absence. Oui, mais parfois c'est possible, hein, mais comme dit Cathy, Pénélope ne reconnaît pas Ulysse, hein, c'est le risque aussi. Et puis il y a Roxane qui me dit, quoi ? Mais j'ai dû manquer quelque chose, moi, dans cette émission. Je savais pas que nous avions un roi dans l'émission. Et si. C'est un petit royaume, la nuit, ma chère Roxane. Et nous avons une majesté qui veille sur nous, qui, bon, pour le moment, fait un petit coup de mou. Un roi qui, quand même, je sais pas si je dois le dire parce que ça va enlever un peu de sa superbe. Il y a 34 ans, il venait d'avoir son permis et il écumait les balles du coin en R12 avec Françoise Rivière sur la lunette arrière. Bah oui, comme quoi, ça n'empêche pas de réussir, hein, quand même. En tout cas, il y a Brigitte qui dit, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'abdication? On y tient à notre roi, Georges. Il y a Alice, elle dit, et pourquoi pas une reine, après tout, pour de temps en temps, quand il est fatigué, qui prenne le relais. Je pense qu'il serait pas contre. Allez, on va accueillir maintenant Astrid. Bonsoir Astrid. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je dis en fin de compte, je me permets de vous appeler parce que ce qui se passe, c'est que toutes les soirs, donc j'écoute vos émissions. Oui. Et je me suis retrouvée à peu près dans l'une d'elles, enfin je pense. Oui. Et laquelle? J'ai un petit peu de mal à parler parce que ça me fait drôle. C'est la première fois que ça m'arrive, d'être à l'antenne. Oui, de parler à la radio. Oui. Voilà. Alors, je vais vous aider un petit peu si vous voulez. Sur votre fiche, j'ai que vous êtes tombée amoureuse il y a 1 an. Voilà. Et ça faisait longtemps que vous vous connaissiez parce que c'était un copain du père de votre fils. Voilà. Hein, voilà. Donc, c'est un monsieur qui habite chez ses parents. Voilà, donc il est retourné chez ses parents en juillet 2011. Pour quelle raison? Nous, on s'est rencontrés en décembre 2011. Donc là, on a fait, ça fait un petit peu plus d'1 an. Il a quel âge, ce monsieur? Il a 35 ans. Oui. Et qu'est-ce qui fait qu'il est retourné vivre chez ses parents? Parce qu'en fin de compte, il s'est séparé de sa compagne. Il a 2 enfants en bas âge. Oui. Et sa compagne est partie vivre à Paris. Et donc, en fin de compte, c'est pareil, ils ont rendu l'appartement, donc il est retourné chez ses parents. D'accord, c'est provisoire, c'est le temps de se reconstruire, d'accord. Voilà.
Parce que même lui, je pense qu'il dit, il dit souvent de toute façon qu'il a beaucoup de difficultés en ce moment, qu'il est vraiment paumé. Mais ce qui se passe, c'est que voilà, quand il vient chez moi, au départ tout se passait bien. Et je pense que moi aussi j'ai dû avoir des problèmes un petit peu dans mon passé, mais dans mon passé plus du côté de l'enfance. Et ça a remonté donc à la surface. Et avec lui Comment ? Avec lui ? Oui, parce que si vous voulez, mon père est marocain. Et était marocain parce que maintenant il n'est plus là, il est décédé à l'heure actuelle. Et je pense que je dois, il y a des choses qui m'attachent par rapport à ça déjà à lui. Pourquoi ? Parce que ce monsieur est marocain aussi ? Oui, c'est peut-être parce que la culture est différente, si vous voulez. Moi, je suis chrétienne et lui musulman. Et donc, ce que j'ai vu, ce que j'ai pu connaître un petit peu avec mon papa, parce que c'est pareil, je ne l'ai pas vu souvent. Mais ce que j'ai pu donc connaître avec lui, je le revois donc quand je suis avec mon conjoint, quoi. Et mais ce qu'il y a, c'est qu'en ce moment, il a toujours des belles paroles, parce que c'est pareil, il n'a pas de situation, il n'a pas d'argent. Ah, il a pas de travail. Non, du tout. Il n'a pas de travail, il n'a pas de situation stable. Voilà, il a beau être chez ses parents, mais je veux dire, il n'est pas boosté à l'idée de retrouver quelque chose et d'essayer de construire quelque chose, alors qu'il me dit tout le contraire. Mais quand il était avec son épouse, il était déjà sans emploi, ou c'est un peu tout, il a déprimé après la séparation, je sais pas ce qui s'est passé. Il travaillait de temps en temps, si vous voulez, parce que moi, si vous voulez, quand je me suis mis avec lui, donc il y a un an en arrière, je n'avais plus de nouvelles de sa compagne, quoi, puisqu'on était, on était tous séparés. Ce qui s'est passé. Ah, vous la connaissiez, sa compagne ? Oui, je la connaissais aussi. Oui, parce que vous dites, cet homme, c'est à la base un copain du père de votre fils, donc d'accord. Voilà. Et donc, je la connaissais, et ce qui s'est passé, au fur et à mesure du temps, donc j'ai commencé à le connaître mieux, puisque quand on vit avec les gens, on les connaît un petit peu plus. Et donc, je me suis posé beaucoup de questions, et donc j'ai appelé cette personne. Et elle s'en doutait que donc on allait être ensemble, et elle m'a dit qu'elle avait vraiment galéré pendant 11 ans. C'était donc il n'a pas travaillé beaucoup, il lui tapait dessus continuellement, il lui disait des belles paroles qui ne tenaient pas. Il y a eu beaucoup de choses. Elle s'est vraiment retrouvée dans un contexte pas bien du tout, comme moi là je suis en ce moment. Oui, c'est-à-dire que c'est compliqué d'envisager un avenir, de construire avec lui si vous le souhaitez, puisqu'apparemment vous aimeriez pouvoir un peu construire votre relation, parce qu'il est pour le moment dans une situation très instable. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que donc là, c'est vrai que je mets un peu un terme en ce moment, j'essaie de pas le revoir, mais j'ai l'impression que si je me dis que c'est fini complètement, la terre s'écroule. C'est quand même parce que pendant cette année donc qui vient de s'écouler, j'ai quand même perdu 13 kilos, je suis tombée en dépression, je suis suivie actuellement par une psychiatre. Et mais je pense que il y a eu des choses aussi qui m'ont ressurgi, parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai un lourd secret que je porte depuis ma plus jeune enfance. Et je pense que vous allez être la seule, à le savoir ce soir. Parce que pas la seule. Oui, on est à la radio, donc attention à vous, parce que vous voyez, je trouve qu'il y a c'est pas forcément, tout ne se dit pas à la radio. Vous n'êtes pas en consultation avec moi. Oui. Vous pouvez y réfléchir par la suite, quand on veut dévoiler quelque chose de soi. Peut-être que d'en parler, je pense pas que on va pas s'apercevoir que c'est moi qui parle, je ne pense pas. Mais c'est vrai que ça m'aurait vraiment tenu à cœur d'en parler, et juste de savoir s'il y a beaucoup de choses qui pouvaient gêner à ma relation actuelle, quoi. Donc c'est pour ça que je voulais vous demander des renseignements. Mais pourquoi vous n'en parlez pas à votre psychiatre ? C'est ça que je ne comprends pas, parce que c'est quand même à elle qu'il faut en parler dans l'intimité, vous voyez, puisque quand on a des choses à révéler aussi importantes sur soi et d'un secret qui vous encombre, c'est vraiment à elle. Comment voulez-vous qu'elle vous aide à avancer, y compris si vous ne pouvez pas en parler? J'ai déjà été suivie donc dans ma plus jeune enfance pendant 7 ans, de 4 ans à 13 ans. Et c'est pareil, donc j'ai pas parlé beaucoup, si vous voulez, et à travers ce silence, j'ai revu mon psychothérapeute là il y a peu de temps, et il m'a dit qu'à travers ce silence, donc il avait pu découvrir mon secret, et je lui en ai toujours, je lui ai toujours dit pourquoi il n'en avait pas parlé, à ma maman, et il m'a dit parce qu'elle n'aurait pas compris.
Donc, c'est un problème incestueux? Non, c'est un viol, si vous voulez. D'accord. Donc voilà. Mais il faut que vous en parliez avec votre psychiatre. Hein. Oui. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fin de compte, ma relation actuelle, elle joue beaucoup parce que le pire, c'est que je vois que, ça ne marche pas en ce moment, si vous voulez. Mais pour en revenir à ça, c'est que je n'arrive pas du tout à m'en détacher. Mais oui, mais vous dites que cet homme aussi, par certains côtés, il vous fait penser à votre père. Donc il y a aussi quelque chose à creuser de ce côté-là. C'est aussi ce qu'il représente pour vous, plus que ce que vous vivez avec lui. Parce que dans la réalité, cette année, là, vous avez perdu 13 kilos, vous avez basculé dans la dépression, donc vous n'êtes pas bien dans cette relation, vous n'êtes pas heureuse. Oui, c'est ça. Puis le pire, c'est que comme je vous dis, vu qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'activité, on fait pas de choses ensemble. Et c'est moi qui gère tout. Et comme il n'a pas de sous, je lui en donne pour mettre dans l'essence, ou je lui en donne parce qu'il fume, ou voilà. Mais je participe à tout. Et en vérité, je m'attache à lui parce que le pire, c'est qu'il m'a aimé avant. Donc en début d'année, c'était vraiment des sentiments très forts et je l'ai ressenti aussi. Mais là, actuellement, il ne m'aime plus. Il m'a dit, je ne t'aime plus, ça va peut-être revenir. Oui, mais c'est très déprimant. C'est très déprimant, Astrid, de rester avec quelqu'un qui ne vous aime plus. Vous méritez mieux que ça. C'est pas une relation. Vous voyez, c'est dévalorisant. Quand l'histoire est terminée, il faut savoir partir. Si vous avez du mal, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous lie à votre père à travers cet homme, et c'est de ce côté-là qu'il faut travailler avec votre psychiatre. D'accord, donc je pense, vous pouvez me donner le conseil en en parlant comme ça avec ma psy, comme j'en parle avec vous, ça pourrait peut-être me permettre de débloquer quelque chose. Et que vous parlez bien avec votre psychiatre, vous vous sentez en confiance avec elle? Pas trop, si vous voulez. Ça fait que 2-3 fois que je la vois pour le moment, et c'est vrai que j'ai du mal. Vous voyez, elle m'a donné des antidépresseurs, donc c'est que je n'ai pas eu, à mon avis, le temps de parler encore avec elle. Ça, c'est embêtant. En plus, les antidépresseurs, si vous voulez, ça fait 3-4 mois que je les prends, mais je les prends pas, je les reprends, je les reprends plus. Oula, attention, parce que là, vous allez avoir ce qu'on appelle un syndrome de sevrage, et c'est très mauvais. Hein. Les antidépresseurs, on peut pas c'est pas comme un médicament où on peut arrêter, reprendre. C'est très mauvais, parce que déjà, les antidépresseurs, il faut au moins 1 mois pour qu'ils agissent. Voilà. Avant 1 mois, on ressent pas vraiment les effets. Hein. Donc après, quand on arrête d'un coup, ça crée un syndrome de sevrage, et on va encore plus mal qu'avant de les prendre. Je pense que ça a dû m'arriver, parce que c'est vrai qu'il y a avec de l'angoisse, avec quelques jours en arrière, et ça me l'a fait, mais je suis déjà une grosse anxieuse. Voilà, donc ça accentue l'angoisse et ça accentue votre mal-être. Donc soit à un moment, si vous n'êtes pas d'accord avec ce traitement d'antidépresseur, vous pensez qu'il n'est pas fondé, déjà, vous dites que vous n'avez pas beaucoup parlé avec elle, normalement avant de prescrire un traitement d'antidépresseur, un psychiatre, il fait le point. On en a suffisamment parlé avec Alain Gérard pour établir avec vous Bon, c'est vrai qu'en même temps, vous avez quand même perdu 13 kilos, vous étiez dans un état où il vous faut peut-être un traitement. Oui, voilà. Mais il faut que vous soyez accompagné. Alors peut-être qu'elle est là pour vous faire une prescription, mais qu'elle fait pas de psychothérapie. Mais dans ces cas-là, il faut que vous alliez voir quelqu'un. C'est-à-dire, elle vous fait la prescription d'antidépresseurs. Mais vous, il faut que vous ayez un endroit où vous pouvez parler, parce que c'est vrai qu'en général, avant de se lancer peut-être dans une thérapie où on travaille sur son passé, quand on veut travailler sur son passé, on a 2-3 entretiens avec la personne, surtout quand c'est une thérapie d'inspiration analytique avec le thérapeute, pour savoir s'il y a un transfert qui opère, c'est-à-dire quel est le lien qui se crée, qui est toujours très singulier entre ce thérapeute et la personne qui vient le consulter. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui accroche, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, parce que ça va être la base même du travail, puisqu'à travers ce transfert, on va revisiter beaucoup d'émotions, de sentiments de notre enfance. Si vous voulez, je pense que c'est ça. En fin de compte, moi, pour globaliser ce que je pense moi-même, c'est parce que déjà, si vous voulez, ma maman est malade, donc elle est malade. Elle a une maladie qui se gère, c'est le diabète. Oui. Mais j'ai connu vraiment des dégâts vis-à-vis d'elle, parce que le SAMU était appelé tout le temps. Elle avait des crises qui n'étaient pas gérables. Donc j'étais petite, j'avais 4-5 ans.
Donc j'allais chercher du sucre dans le placard, Voilà. j'ai appelé le numéro des urgences. Et votre père, il était où pendant Et mon papa, si vous voulez, il est parti à ma naissance. Donc moi j'ai fait des recherches à l'âge de 14 ans. Je l'ai retrouvé, on est resté un peu ensemble. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'est en 98. Et donc en 2011, j'ai appris son décès. Mais oui, mais ce père, il vous manque terriblement. Voilà, Au moment où vous le retrouvez, après, quelque temps après, il décède. Et il n'a pas été là, à votre naissance, dans ses premiers temps. Vous étiez complètement, vous, petite fille, à devoir vous occuper de votre mère malade. Donc, c'est pour ça que vous avez tant de mal à quitter cet homme. Parce que cet homme, c'est pas cet homme. C'est pas sa personnalité en elle-même. Vous dites d'ailleurs qu'il y a plein de choses qui vous conviennent pas. Et la preuve, voilà. vous rendez très malheureuse. Mais à mon avis, c'est peut-être l'image. Oui, c'est votre père que vous recherchez. Donc si vous voulez, dans une thérapie, vous pourrez retravailler cette histoire, essayer de combler ce manque de père. Comme je dis, j'ai pas de frères et sœurs, donc si vous voulez, je suis unique. Donc voilà, j'ai pas eu d'épaule. Comme vous le dites si bien, vous êtes unique en même temps. Donc, bon. Voilà. Mais c'est ça. C'est vrai que vous n'aviez pas pu avoir une complicité au sein d'une fratrie pour vous épauler, vous seconder. Vous étiez toute seule avec cette maman malade qui faisait des crises, qui n'était pas bien soignée visiblement, et vous, c'était très angoissant pour une enfant. Vous étiez un rôle mis à une place qui n'était pas la vôtre. Voilà, mais par contre, je voulais vous dire, c'est parce que aussi j'ai eu d'autres relations, il n'y a pas que celle-là qui est arrivée, j'ai eu d'autres relations, donc j'ai eu un petit garçon maintenant qui a 12 ans, et comme je dis, j'ai réussi quand même à me sortir de ces relations, ça n'allait pas, on a mis un terme, il y a eu des hauts et des bas, mais à l'heure actuelle, j'ai l'impression que tout est différent, je sais pas, c'est vraiment compliqué, et je crois que c'est la première fois que je suis autant amoureuse. Et c'est là que j'ai l'impression de... Oui, mais vous êtes amoureuse de ce que vous imaginez de lui, de ce que vous projetez de lui. C'est ce père que vous recherchez. Donc voilà, en fin de compte, la vraie et cet homme, il vous déçoit comme ce père vous a déçu. D'accord. Il vous laisse dans le manque, vous pouvez rien construire avec lui, il se prend pas en charge. Donc il y a un grand manque, comme si les hommes on pouvait pas compter sur eux. Et finalement le premier homme sur lequel vous pouviez compter, c'était votre père, et il est parti au moment de la naissance. Bon. Donc vous voyez, ça donne une image des hommes quand même assez bancale. D'accord. Comme si on pouvait pas compter sur eux. D'accord, donc voilà. En plus cette histoire de viol dont vous parlez, qui était dans l'enfance ou dans l'adolescence? Non, c'était vraiment dans l'enfance, c'était de ma proche famille, quoi. Oui. Bon. Donc ça, il faut vraiment aussi que vous puissiez en parler, parce que ça donne une image, terrifiante, d'être confronté comme ça si tôt à un abus aussi précoce, et surtout que vous étiez déjà une petite fille qui n'était pas tellement protégée, je trouve, entre cette maman malade et c'est vous qui vous occupiez d'elle, c'est vous qui teniez un rôle de mère, ce viol dans l'enfance, vous n'aviez pas votre père, donc vous avez été très seule, effectivement, pour vous construire. Et c'est pour ça, parce que c'est vrai que je suis relativement gentille, je suis ouverte à tout le monde, j'aide les autres, j'aide pas mal de gens, voilà, mais bon, seulement, à chaque fois, j'ai toujours l'impression que je me fais avoir, donc après... Et oui, parce que vous allez certainement vers des personnes qui vous laissent aussi dans le manque, ou dont vous devez vous occuper, parce que vous allez vers des gens fragiles. Vous avez très bien su, vous, petite, vous vous êtes occupée de votre mère. Qui, pas pour les mêmes raisons, c'est parce qu'elle avait ce problème de diabète. Mais vous savez vous occuper des autres, c'est plus difficile de vous occuper de vous. Oui, voilà. Voilà, donc c'est bien la démarche que vous avez entreprise, mais après, si vous ne vous sentez pas en confiance, si vous n'arrivez pas à parler, au bout de 2-3 entretiens, vous pouvez aussi voir quelqu'un d'autre. Oui, voilà, c'est important le lien et le lien de confiance qui s'installe avec le psy que vous consultez. Oui, parce que comme je dis là, ça a beau être au téléphone, mais je sais pas, je me sens quand même apaisée d'avoir pris cette démarche en initiative. D'avoir appelé. Oui, voilà. Je veux dire, ça m'a fait énormément de bien. Je croyais pas que j'allais le faire, quoi. Donc
Enfin, voilà, oui, mais parce qu'on sent que vous avez envie en même temps de cette situation vous fait souffrir et vous avez envie d'en sortir. Donc c'est ce qui va vous permettre aussi d'en sortir. Il faut que vous soyez motivé. Quand on entame un travail sur soi, il faut une motivation, il faut un véritable engagement et investissement, parce que ça peut être un peu long, hein. C'est un peu de l'endurance là. Mais oui, c'est vrai que c'est vrai que là on se parle au téléphone, vous ne me voyez pas. C'est peut-être le regard aussi qui peut être gênant, surtout quand on doit parler d'un viol commis comme ça dans l'enfance, et d'ailleurs même d'un viol après, même si les conséquences sont pas les mêmes. Mais si vous voulez, si vous vous sentez vraiment en confiance, peut-être pas dans les premiers temps, vous voyez, dans la première séance, mais vous pourrez le dire, et c'est important de pouvoir le dire, parce que ça aide beaucoup à la compréhension de ce que vous êtes et de ce que vous pouvez vivre aussi. Vous êtes construite dans la relation aux hommes, entre un qui vous viole alors que vous êtes une petite fille et votre père qui lui est absent. Vous voyez, elle n'est pas folichonne, l'image des hommes. Et c'est pour ça qu'en ce moment, là, je me sentais complètement démunie. Et c'est vrai que de mettre un pied devant l'autre, c'est vraiment terrible, terrible. J'ai envie de dormir tout le temps, j'ai plus de goût à rien. Donc vous avez besoin quand même d'un traitement. Vous voyez, vous avez besoin d'un traitement parce que vous évoquez quand même les symptômes de la dépression. Cette immense fatigue, cette envie de dormir, ce goût à rien. Donc c'est important d'avoir un traitement et de bien le prendre. Après, s'il y a trop d'effets secondaires, vous en parlerez au médecin qui vous le prescrira. Mais ce que vous avez fait, vous pouviez pas le savoir, mais prendre, arrêter, reprendre, arrêter, ça accentue encore plus le malaise. Oui, voilà, donc là, ça fait une période, ça fait bien 1 semaine et demie que je le reprends, voire 2 semaines. Oui. Il faut que je continue à tout prix, comme le médecin m'a dit de le faire. Oui, c'est-à-dire qu'un traitement, c'est au long cours, d'antidépresseurs, puisque je vous dis, il faut bien 1 mois pour en ressentir les effets. D'accord. Donc, vous voyez, si on prend quelques jours, on arrête, 1 semaine, on arrête, c'est vraiment dévastateur, on est encore plus mal, D'accord. Voilà. Des messages, Patricia qui dit laissez cet homme qui ne vous aime pas, qui profite de vous, vous méritez vraiment beaucoup mieux. Et puis il y a quelqu'un qui dit je connais ça, un homme qui a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans chez ses parents, qui n'a pas de travail, qui vit à ma charge, en ce qui concerne l'essence, les cigarettes, il n'y a pas d'issue. Fuyez, les premiers mois seront durs, mais c'est préférable à une union destructrice. Voilà. Et puis il y a Claire qui dit un conseil, partez en courant. Donc également Alice qui dit il vous sauve en vous disant qu'il ne vous aime plus. Écoutez ces paroles. Qu'est-ce que vous pouvez attendre d'un homme comme ça qui de toute façon dit qu'il ne vous aime pas? Ça vous dévalorise, ça vous déprécie. Voilà. Alors, c'est ce que dit, il y a Catherine aussi qui dit plus que la recherche du père de notre amie auditrice, c'est surtout une peur de l'abandon. Avec effectivement en plus cette quête de combler le vide de l'image paternelle. Bon courage, elle s'en sortira en étant plus rigoureuse avec son traitement et puis aussi en lâcher prise avec son psy. Donc ça, il faut que vous soyez en confiance et si vous n'avez pas suffisamment accroché, demandez à votre médecin traitant les coordonnées d'un autre psychiatre. Il doit y en avoir d'autres dans votre ville. D'accord, mais donc pour le moment, il est préférable que je mette un peu de distance avec ma relation. Oui, bien sûr que Catherine a raison, il y a derrière cette peur de l'abandon, mais c'est pour ça qu'il faut que vous soyez accompagnée. Le traitement va vous y aider, mais c'est bien de l'associer à une psychothérapie. D'accord. D'accord. Bon courage Astrid. Je vous remercie. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Néjoud revient sur le témoignage d'Astrid en disant « Aimez-vous, vous, d'abord, avant de vous occuper des autres ». Et on accueille maintenant Salambo. Bonsoir. 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 Donc, j'ai bien écouté le témoignage de Astrid qui ressemble un petit peu à mon témoignage, d'ailleurs. Ah bon? En quoi? Dans quelques petites particularités, en fait. Le fait qu'on donne beaucoup aux personnes qu'on aime et il n'y a pas forcément de retour. Donc... Moi, c'est la première fois que je vous appelle, donc ma question se tourne beaucoup plus sur un côté sentimental, un peu compliqué parce que ça implique pas mal de faits. Oui. Donc, j'ai 43 ans, donc Salambo, 43 ans. À 19 ans, j'étais très amoureuse de quelqu'un, donc avec qui on se voyait. Mes parents n'étaient pas trop sur le fait que cette relation soit durable parce que moi j'ai fait des études, lui n'en faisait pas, vous voyez, donc c'est un peu compliqué. Donc il y avait un petit fossé là-dessus. Et donc on s'est séparés comme ça un petit peu parce que j'étais jeune, j'avais 19 ans.
Mais cette personne, je l'ai retrouvée 17 ans après. Ah oui, par hasard ou vous avez fait des recherches pour le retrouver? Non, parce qu'on est un peu du même village en fait, et puis on s'est croisés comme ça en voiture, tout simplement. Et il m'appelait quand même depuis notre séparation, depuis mes 20 ans. Il appelait tout le temps pour la bonne année chez mes parents. Il avait le numéro de mes parents parce que mes parents n'ont pas déménagé. Oui. Moi, effectivement, j'ai déménagé avec mes études et autres. Et il appelait le 31 décembre pour dire bonne année à Salammbô. D'accord. Simplement. Tous les années comme ça. Eh oui, il se rappelait à votre souvenir. Oui, sur le souvenir. Donc, en fait, on s'est croisés dans notre village. Oui. Et donc, quelque part, quand je l'ai vu, moi, ça m'a fait le choc parce que c'est l'homme de ma vie pour moi. Oui. Et donc, en fait, peu de temps après, donc, il a appelé mes parents et puis il a retrouvé mon adresse par rapport à mes parents parce que ma mère n'a pas trop fait attention. Il y a toujours des copains qui appellent pour savoir où est Salammbô, qu'est-ce qu'elle a fait. Et donc, le jour où il m'a appelé, on s'est appelé, on est resté 1 heure au téléphone et genre 2 mois après, on vivait ensemble. Ah oui. Oui, c'était à nouveau un coup de cœur. Oui, c'est à nouveau. Voilà. Oui. Donc, on a vécu ensemble. Donc, moi, je suis un petit peu dans l'écriture pour un peu essayer de pallier à tous les malheurs qui ont suivi derrière. Et donc, on a vécu 4 saisons, on va dire 4 saisons, enfin, 1 an ensemble. Et donc, ayant un travail dans lequel je pouvais le faire rentrer dans mon entreprise, comme il a quitté sa région un petit peu pour me rejoindre, et je lui ai trouvé un travail dans mon entreprise. Oui. Et donc, par le biais de mes collègues, moi ça faisait 15 ans que j'étais dans cette entreprise, donc très bien. Tout se passait très très bien. Oui. Et donc, je parle de ce passé parce que le passé est important, parce que je pense que j'ai pas encore le deuil du passé par rapport à la suite, parce que la suite est un peu compliquée. Et donc, c'était en 2004-2005, on va dire ça. Et donc, après 1 an, je l'ai pas vu rentrer du travail. Il travaillait le samedi, puis en fait, il est mort d'une rupture d'anévrisme dans mon entreprise le samedi terrible. matin. Ah oui, oui. Voilà. Donc, il était jeune, cet homme? Il avait 39 ans, moi j'en avais 37 à l'époque. Oh là là, oui. Voilà. Et donc j'avais arrêté la pilule, on voulait un enfant, parce que tout ce qui était un peu interdit via mon éducation, donc était permis maintenant que j'avais un boulot. Oui, vous étiez dans des projets vraiment de faire un enfant. De vie, d'avancement dans une vie, voilà. Donc, le fait que je ne le vois pas rentrer, bien sûr, donc j'ai quelques collègues que j'ai appelés aussi, bien sûr, et puis donc j'ai su qu'il était décédé, donc sur le lieu de mon travail, où je bosse toujours actuellement d'ailleurs. Ah, vous êtes toujours dans le même endroit, vous? Oui. Mais donc après, donc le temps passe. Après, donc j'étais 1 mois en arrêt. Après son décès chez mes parents, parce que j'ai une fusion un petit peu trop d'ailleurs avec ma mère, d'ailleurs peut-être trop. Et donc ma maman m'a beaucoup aidée à avancer. T'es encore jeune, t'as des projets, voilà, parce qu'elle aimait pas trop d'avance, parce que voilà, mais bon là elle était un petit peu mieux avec lui parce qu'il avait un boulot, il travaillait dans mon entreprise, voilà. Donc tout ça a fait que le temps a un petit peu passé, mais et que c'est pas forcément évident. Donc, à 37 ans, c'est un peu l'âge où on veut avoir des enfants. Donc, c'est très difficile, oui. C'est difficile parce que... On est 43 aujourd'hui, donc ça fait maintenant 8 ans qu'il est décédé en janvier, là. Donc c'est toujours une phase un peu difficile. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans mon entreprise, j'avais un collègue de boulot, avant que je sois avec mon ami, là, qui est décédé, qui parlait beaucoup avec moi, me faisait de l'humour. Oui. On avait une très bonne entente. Et les bureaux un peu voisins, donc très bien. Donc on rigolait beaucoup, quoi. C'était très bien. Oui, oui. Et un jour, par notre comité d'entreprise, on est parti comme ça en séjour, genre une journée. Il m'a fait vraiment une déclaration d'amour. C'était en 2000. Donc c'était pas encore avec mon compagnon. Vous voyez, c'était beaucoup avant. En 2000, il m'a fait une grosse déclaration d'amour, qui était amoureux de moi, qui me voyait à l'entreprise, Et oui, il savait pourtant que vous étiez en couple et votre compagnon était dans cette entreprise. Non, il n'était pas rentré encore. C'était avant. D'accord, oui. Voilà. D'accord. C'était avant, donc c'est une histoire d'avant, en fait. Et donc, moi, je lui ai dit, écoute, t'es mariée, t'as des enfants, arrête de me faire du rentre-dedans comme ça, c'est bon, on est potes, quoi, voilà. Et donc, en fait, après la mort de mon compagnon, donc ça c'était en 2000, mon compagnon est mort en 2004,
2005 plutôt. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis toujours dans le même endroit. Oui, sur le même lieu de travail. Et cette personne est revenue, mais avec vraiment de la sincérité, de l'humour, plein de choses. Il vous plaît? La petite blague du matin. Et puis en fait, on est sortis ensemble. D'accord. C'est une personne qui est quand même mariée. Hein. Oui. Donc, il est toujours marié, oui. Voilà. Et donc, ça fait 7 ans que je suis avec cette personne-là. Ah, d'accord. Ça fait 7 ans que vous avez cette relation avec... 6 ans et on va dire et 11 mois, quoi. Voilà. C'est précis. Donc, quelque part, en fait, c'est un peu compliqué parce que j'étais tellement bien avec mon compagnon avant qu'il décède, bien sûr. Donc là, je retrouve la personne qui m'aimait déjà quelque part avant, puisqu'il m'avait fait la déclaration en 2000, 4 ans avant que je rencontre mon compagnon, que je retrouve mon compagnon de mes 19 ans. Et donc, en fait, notre relation avec mon compagnon, enfin mon collègue de boulot, on va dire, qui est marié, qui a des enfants, qui a une famille, je ne suis jamais rentrée dans le côté qu'est-ce qu'on fait dans l'avenir, où on va, parce que je pense qu'il m'a vraiment aussi, il a un peu réussi à m'aider à avancer. Oui, il vous a fait du bien à un moment où vous dites déjà, il vous faisait rire, le matin vous arriviez, ça vous donnait ce lieu de travail qui était devenu terrible, hein, puisque c'est là où votre compagnon était décédé. Lui, il vous emportait dans un tourbillon de vie à nouveau. Voilà. Ça a dû vous faire beaucoup de bien. Par rapport à l'an 2000, bien en fait. sûr. Hein. Mais quelque part, après, donc, je me suis posé pas mal de questions parce que la situation est un peu plus difficile maintenant. C'est que mon compagnon a été licencié du boulot. Ça arrive aussi, hein, voilà. Oui, ça sont des choses qui arrivent. Il y a 2 ans, et de mon entreprise. Et donc maintenant, on avait quand même un contexte où on se voyait très régulièrement, parce qu'on était dans le même lieu de travail, on prenait un café. Donc il y avait ce côté sourire du matin, les blagues, on se voyait très régulièrement. Et forcément, quand il a été licencié, donc il est actuellement au chômage, donc c'est une personne qui va rebondir, hein, j'en suis convaincue. Mais quelque part, vous comprenez bien que je perds mon compagnon que j'adorais tellement, qui est décédé en 2004. Je repère maintenant celui qui m'avait fait donner la joie de vivre à mon boulot. Et quelque part, notre relation maintenant est un petit peu plus espacée, forcément, parce que et oui, forcément, puisque lui, il est marié, donc il peut pas être disponible pour vous. Et là où vous voyez le plus, c'était au travail. Bien sûr. Vous aviez ça compensait un travail de l'informatique, on bosse le soir, machin, donc il y avait toujours des prétextes. Ben oui, c'est ça. Finalement, ça faisait que même si vous saviez qu'il était marié, vous passiez quand même beaucoup de temps avec lui, donc tout à fait. Ça pouvait vous donner la perspective que quand même il y avait une possibilité. Alors que là, forcément, ne travaillant plus, il est moins libre de ses mouvements et vous le voyez moins. Et donc il a été licencié suite à un accident de voiture, ce qui arrive aussi. Hein. Et donc moi, par contre, je l'ai soutenu énormément, vous voyez, parce qu'il m'avait soutenu aussi dans la période où mon compagnon était décédé. Donc il m'a soutenu avec son sourire, avec son humour. Et moi, c'était pareil, parce qu'à un moment, il est tombé, même le fait qu'il soit marié et qu'il ait des enfants, j'étais vraiment la joie de vivre. On se voyait, oui. Je lui remontais le moral pour qu'il avance dans ses démarches vis-à-vis de l'entreprise. Il avait été licencié en temps maladie, ce qui est pas trop normalement. Oui, ça fait beaucoup. Voilà. Oui. Et qu'est-ce qui fait que alors vous voyez moins parce que son épouse, elle ne travaille pas? Elle travaille pourtant, oui. Oui, elle travaille, ouais. Et alors finalement là, c'est lui qui est moins disponible. Enfin vous. Moi, je trouve que quelque part, en fait, normalement, dans 2 jours, on fêterait nos 7 ans. Hein. Oui, c'est une longue histoire, hein. Ouais, c'est une longue histoire. Oui, c'est une longue histoire. C'est pas une histoire de mois. Non, c'est pas une aventure, c'est pas une liaison comme ça passagère. C'est c'est une histoire. C'est une histoire, c'est une double vie quelque part pour lui, mais bon, quelque part, moi, je l'ai accepté parce que je pense que ça m'a guéri aussi. Oui, il vous a fait du bien. Il m'a fait un bien fou. Et là, donc, en fait, vu que son accident de voiture a été quand même très, très compliqué, il a eu des problèmes de santé et tout ça, de cervical et autres. Donc là, par exemple, ça fait, mettons, 1 semaine que je l'ai pas vu, quoi. Normalement, on se voyait très régulièrement. Donc là, je suis un peu dans l'analyse de savoir, est-ce que j'ai pas gâché 7 ans de ma vie avec quelqu'un qui m'a fait revivre? Parce qu'en fait, il m'a fait survivre, en fait, on va dire, du décès de mon compagnon, parce que je bosse dans la même entreprise. Lui, il n'est plus, mon compagnon n'est plus, étant décédé. Qu'est-ce que ma vie maintenant à 43 ans Surtout que ce qui s'est passé en fait l'année dernière,
Bon, c'est une petite chose. Hein. On avait parlé quand même d'enfants comme ça, parce que lui étant marié, on sait très bien que le bonheur le plus beau, je pense, c'est d'avoir un enfant dans une vie, quoi, comme une vie de femme. Et je suis tombée enceinte de lui, donc j'ai un peu caché au début, et puis après je lui ai dit, puis en fait, il était super content, et par contre j'ai perdu l'enfant, ce qui peut arriver j'avais quand même 42 ans, 41, donc c'est un peu l'âge critique, quoi. Oui. Donc ça veut dire qu'en fait... ça veut dire que ça veut dire en même temps que vous êtes fertile, hein. C'est, vous voyez, ça peut arriver, malheureusement, une fausse couche, d'ailleurs, quel que soit l'âge. Mais le plus grand problème à cet âge-là, c'est quand même la fertilité qui chute très nettement. Donc ça veut dire que vous avez quand même des ovaires qui fonctionnent bien. Hein. Oui, tout à fait, ouais. Mais c'est vrai que, en fait, il y a un déclic qui se fait parce que là, j'ai passé les 8 ans du deuil de mon compagnon. Lui est moins disponible en ce moment parce qu'il est aussi peut-être un petit peu. Il a subi un traumatisme, oui. Entreprise, donc moi, je suis un petit peu entre les deux, vous voyez. Donc, quand on est en procès dans une entreprise, donc moi, je me fais toute petite parce que vous comprenez bien. Oui, enfin, vous ne représentez pas l'entreprise non plus, hein. Non, mais quelque part, il sait que j'y suis, donc je peux aussi. Quelquefois, je vous fournis des éléments, des choses comme ça. Oui, mais il vous fait confiance. Vous n'allez pas balancer. Oui, il me fait confiance. Mais quelque part, c'est un petit peu le côté du déclic de peut-être 8 ans que mon compagnon est décédé, parce que 8 ans, j'approche un peu des années où on sera plus fertile, comme vous le dites. Mais si vous avez un désir d'enfant, oui. Il faut y songer, parce que c'est vrai qu'après, vous avez 43 ans, passé 45 ans, là, c'est... Vous voyez, alors là, ça chute. À 43 ans encore, ça peut aller, mais à 45 ans, c'est la chute vertigineuse. Et c'est vrai que je pense qu'il m'a tellement apporté tellement de bien, en fait, après le décès de mon compagnon, que quelque part, aujourd'hui, je ne sais pas... je pense que quelque part, je pourrais aussi le laisser tomber, quelque part, vous comprenez. Mais vu qu'il est dans une situation qui a été difficile pour lui aussi, moi. Non, mais c'est pas tant ça. C'est pas. Il faut aussi que vous pensiez un peu à vous là. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous souhaitez. C'est-à-dire, bon, malheureusement, il était d'accord malgré sa situation. Qui sait, peut-être ça débloquerait des choses, ou en tout cas vous, par rapport à ce désir d'enfant, il était très content quand vous lui avez annoncé que vous étiez enceinte. Bon, malheureusement, vous avez fait une fausse couche, mais est-ce que vous souhaitez toujours un enfant, vous ? Oui, si je comprends bien. Oui, mais quelque part, même un enfant, même s'il reste marié, quelque part, vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est ce que j'ai compris. C'est ce que j'ai compris, c'est-à-dire que vous seriez à même de vous en occuper, vous avez une indépendance financière, et puis vous pensez qu'il pourrait être là quand même pour cet enfant. Voilà, exactement. Et là, donc, en fait, c'est un peu la question, je pense que c'est le déclic des 8 ans du décès de mon compagnon. Mais parlez-lui moins disponible. Parlez-lui, vous voyez ça, parce que c'est normal que vous vous posiez des questions là, c'est-à-dire que avant, vous pouviez un peu occulter le fait, même si vous le saviez, qu'il était marié, qu'il avait une vie de son côté. Là, voilà, ça vous revient en pleine figure, ça vous revient en pleine figure parce que, de fait, vous le voyez beaucoup moins, maintenant qu'il n'est plus dans l'entreprise. Voilà, tout à fait. Mais vos sentiments pour lui, quels sont-ils ? Ils sont tellement profonds que c'est vrai que quand je le vois pas, et c'est pareil, quoi. Donc, c'est vrai, quand je le vois pas, je pense qu'on a une Donc, vous pouvez lui poser la question. C'est-à-dire, est-ce que, par rapport à... Alors, c'est vrai que lui, il est dans un moment de sa vie pas facile, mais est-ce que... Voilà, c'est pas facile non plus. Non, mais en même temps, si vous lui posez pas la question, vous saurez pas. Donc, vous voyez, vous n'avez pas non plus du temps infini devant vous, là. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Je sais bien. C'est un peu les questions. J'en parle. Mais après tout, il était quand vous avez été enceinte, il était content, hein. Oui, il n'était pas contre, hein, bien sûr. Non, puisque vous me dites même qu'il était content, donc. Donc là, c'est à vous de voir, d'en parler, parce que pour répondre à votre question, vous dites est-ce que j'ai gâché ma vie pendant 7 ans avec lui ? Voilà, vous dites qui m'a fait revivre ? Bah oui, mais vous dites qu'il vous a fait revivre cet homme. Il vous a aidé à surmonter le deuil de votre compagnon. Et c'est toujours très compliqué quand on perd le compagnon de jeune comme ça. C'est à la fois de sa vie affective, de sa vie sexuelle, et on se retrouve seul dans une vie qu'on avait prévue à deux. Donc c'est très douloureux. Vous voyez, après le travail de deuil s'en trouve d'autant plus compliqué. C'est pas seulement la personne, mais c'est tous les projets aussi qu'on avait, ce projet d'enfance. Bon, bien sûr, ouais. Donc cet homme, ce collègue, vous a permis de retrouver goût à la vie. Et puis, il est sincère aussi dans ses sentiments, hein. C'est-à-dire que c'est pas une petite histoire, une liaison comme ça passagère. C'est quand même une histoire.
28 jours, ça fera 7 ans le 13, donc voilà. Bon, sûr, donc si, parce qu'il y a Brigitte qui dit, est-ce que vous aimeriez qu'il quitte sa femme pour vous? Mais c'est pas forcément ce que j'ai pensé, moi. Je pense oui, que vous pensiez, vous dites, si vous aviez un enfant avec lui, vous pourriez élever cet enfant. Enfin, voilà, c'est la question de l'enfant là qui vous préoccupe aussi. Oui, tout à fait. Oui, mais vous avez raison parce que c'est maintenant qu'il faut y penser. Hein. Je suis pas quelqu'un qui veut du mal ou dans les relations. Non, j'ai bien compris. Je suis quand même sa maîtresse, on va dire ça comme ça. Hein. Attendez, au bout de 7 ans. Oui, c'est vrai. Même si maîtresse, du coup, je trouve dans ce cas de figure est pas tellement approprié parce que je trouve que ça va au-delà de ça. Moi, je lui dis des fois quand je suis énervée, je dis écoute, je suis ta maîtresse, voilà. Elle me dit mais non, on ne parle pas de ça. Il aime pas, non, mais il peut être tout à fait sincère. Mais après, je vous dis, c'est vrai que il faut voir. Et la question, c'est vous. Votre priorité, ça semble être le projet d'enfant. Alors, ne traînez pas trop. Ce que j'avais comme question, justement, c'est est-ce que, parce que moi, je n'ai pas été suivie, vous voyez, après le deuil de mon compagnon il y a 8 ans, et c'est vrai que ça revient un petit peu maintenant avec l'âge, un petit peu, je vieillis un petit peu, forcément. Donc, le côté qu'on ne peut pas avoir des enfants jusqu'à peut-être 45 ou autre. Et donc, j'ai jamais fait de psychothérapie parce que je pense que la meilleure psychothérapeute, c'était ma maman qui est toujours en vie, voilà, qui m'a aidée beaucoup. Bon, vous avez été bien entourée. Bien entourée, voilà. Bon, alors. Mais quelque part, des fois, je me dis, est-ce que quelque part, le fait d'être un peu dans une attente, là, en ce moment, je suis un peu dans l'attente. Mais c'est l'attente qui est pénible. C'est-à-dire que là, vous avez comme votre vie en stand-by. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut intervenir là. C'est-à-dire, vous lui en parlez, bon, vous lui dites, voilà, que vous aimeriez avoir un enfant, vous allez bien voir comment il va réagir. Autant le savoir, parce que s'il n'est pas prêt, il faut vite vous retourner là. Hein. Enfin, vous voyez, voilà, vous n'avez pas... ouais. Donc, c'est ça. C'est normal que vous vous posiez des questions et que ça vous ramène à votre relation passée avec votre compagnon, parce qu'au départ, c'est avec lui que vous aviez ce projet. Oui, bien sûr, d'accord ? C'est avec lui que vous aviez ce projet. Bon, là, cet homme vous a aidé, vous l'aimez, certainement qu'il vous aime aussi, mais bon, a priori, il serait quand même partant, même s'il traverse une relation un peu difficile. Mais après tout, vous voyez, vous avez les cartes en main, ça fait 7 ans que vous êtes ensemble, hein. Oui, tout à fait, ouais. Bon, et vous seriez... C'est des questions que je ne pose pas beaucoup parce que, en fait... Bon, posez-vous-les. Ouais, que je ne pose pas à lui, en fait. À moi, je me les pose. Mais posez, oui, mais là, il est temps d'agir, si vous voulez. Voyez, j'aime pas. Normalement, je mets pas c'est pas là pour mettre la pression, mais si vous voulez un enfant à 43 ans, vous n'avez pas des années devant vous pour vous décider, hein. Tout à fait. Voilà. Ouais, ça va bien. Ça me va bien. Donc votre réponse, c'est vrai que. Mais c'est vrai que, voilà, donc moi j'avais des questions sur est-ce que j'avais bien fait mon deuil, est-ce que après c'était pas non plus une relation comme ça, mais 7 ans c'est énorme, donc il y avait des questions. Il vous a aidé, bon, c'est difficile de perdre un compagnon de vie avec qui vous aviez des projets, mais cet homme vous a aidé, vous avez une histoire avec lui. Voilà. Bon, c'est parce que vous êtes dans le manque aujourd'hui, hein, que vous ressentez comme ça, mais concentrez-vous sur vos projets, ce qui est prioritaire pour vous, d'accord ? Oui, très bien. Écoutez, je pense que là, on se verra le 13, normalement, pour nos 7 ans. Donc, donc je poserai la question. Voilà. Pour vos 7 ans, peut-être que vous pouvez dire, voilà, vous voulez un bébé. Bon. Ok, écoutez, je vous remercie beaucoup, en tout cas. C'est moi qui vous remercie de votre confiance. Au revoir, Salambo. Au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. Bonsoir, Irénée. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis contente de vous avoir. Moi aussi. Je ne peux pas tout vous dire maintenant. Vous me rappellerez parce que je sais comment. J'essayais de vous avoir déjà. Comment on guérit définitivement les migraines pour pas faire. Ah, ça m'intéresse ça. Comment on guérit les migraines? Comment on guérit les migraines? Oui, je suis très intéressée. Eh ben oui. Après je vous parlerai de mon petit chat. J'ai beaucoup. Alors justement les migraines. Écoutez bien. Parce qu'un docteur, homéopathe, acupuncteur, conventionné, reconnu par la sécurité sociale. Oui. C'est-à-dire que quand il me soigne, j'en ai pour 5 € de ma poche. Ah oui, en effet. Alors, avec 2 séances d'acupuncture, il guérit définitivement les migraines. Ah oui, l'acupuncture, vous étiez très migraineuse et vous n'en avez plus depuis. Oui, mais voyez, j'ai encore eu dernièrement un jeune homme de 15 ans qui avait des migraines épouvantables. Quand ça lui
prenait, il tombait dans les pommes et tout. Ah Moi, oui, c'est j'étais terrible, les migraines. Oui, oui. Et là, la maman savait plus quoi faire. Eh ben, ce docteur l'a pris en 2 séances, il n'a plus jamais de migraine. Oui, donc une piste à explorer, hein, l'acupuncture, là, Ah, et oui, en tout oui, cas, oui, ce médecin. Mais il faut pas voir avec n'importe quel docteur, c'est ce qu'il m'a dit, c'est un Au pire, ça marche pas. Au pire, ça marche pas, l'acupuncture, hein, si, voilà. Mais sur les migraines, je veux dire, mais. C'est ce qu'il dit, il faut faire attention, parce qu'il y en a qui se prétendent acupuncteurs, mais moi, je suis médecin en plus. Oui. Et reconnu par la sécurité sociale. Donc vous en avez fini avec vos migraines? Ah, moi, j'en ai plus du tout. Et puis, les personnes dans mon entourage que j'y envoie, non plus. Et alors, dites-moi, vous vouliez me parler de votre petit chat? De mon petit chat. Oui. Vous savez, moi, j'avais un petit chat, petite mounette. J'avais j'étais pas bien depuis longtemps. Un petit chat très intelligent. J'étais pas bien depuis longtemps, je me plaignais. Le docteur m'a gueulé dessus, excusez-moi ce terme. Il me dit, c'est le médecin homéopathe, là, qui vous a... Non, c'est pas celui-là. Mon docteur. Alors, parce que j'étais pas bien, au bureau, il sentait que j'étais pas bien. Je me plaignais. Il me disait, arrêtez de vous plaindre, vous n'avez rien du tout. Ben, je lui dis, écoutez, donnez-moi au moins quelque chose pour m'aider à tenir le coup. Bah oui. Vous n'aurez rien du tout, ça suffit, taisez-vous. Bah, dites-moi, qu'est-ce que c'est que ce médecin-là? Ça, c'était 1 mois avant. Et puis alors, j'avais cette petite chatte, parce qu'on m'a dit que ces chats-là, souvent, font exprès. Alors, vous savez... Exprès de quoi? Pardon? Exprès de quoi? Exprès quand ils sentent que vous êtes malade, pour vous aider. Alors, vous savez, cette petite chatte qui était très intelligente, quand le réveil sonnait le matin, elle savait que j'allais me lever, elle se levait. Quand il sonnait pas, elle savait que j'allais revenir, elle restait dans mon lit. Vous voyez, c'était une petite chatte, une petite siamoise. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Elle m'a mordu, c'était du côté gauche. Oui. Elle m'a mordu au doigt, au sang. Ah bah dites-moi, et pourquoi elle vous fait ça? Oui. Mais, le lendemain, j'avais une grosseur sous le bras. Ben oui, mais parce que les morsures de chat, ça peut être très, c'est très infecté. C'est comme ça qu'on a découvert que j'avais le cancer. Ah, donc ça a été une chance. C'est la petite chatte, c'est grâce à elle qu'on a découvert que j'avais le cancer, mais déjà très avancé. Et alors j'étais très bien soignée, c'est pareil. Ce médecin acupuncteur aussi m'a beaucoup aidé. Ça fait 25 ans, madame, que je suis guérie. Oh, mais c'est formidable. Et vous avez quel âge aujourd'hui, Irénée, si je peux me permettre? Vous savez, je suis une vieille dame de 83 ans. Mais dites-moi, on vous croirait une jeune fille à vous entendre. Vous avez une fraîcheur. J'ai toute ma tête, j'ai pas mes jambes, puis tout le monde m'encourage, je fais toujours ma comptabilité. C'est ça que je voulais vous dire aux gens. C'est génial. Il ne faut pas qu'ils partent battant. Oui, perdant, oui. Oui. Voilà. Oui, moi, parce que je souffre, il y a des moments horriblement, parce que j'ai le syndrome, l'œdème de Queen, et j'ai souffre des fois de 2h à 5h du matin horriblement, mais on peut rien y faire. Alors, bon, c'est aussi ce médecin acupuncteur qui m'aide, et il faut être battant. Et je fais toujours ma comptabilité. C'est génial, ça. Vous avez une énergie, une combativité. Alors, c'est ça que je veux dire. Les gens, il ne faut pas qu'ils partent battants. Et ce docteur, il m'encourage. Il me dit, vous avez une mémoire extraordinaire. Il faut que vous continuiez. Ça vous aide. Et ça vous empêche d'avoir la maladie d'Alzheimer. Ah ben ça, oui, à mon avis, là, elle n'est pas prête de vous atteindre. Ce que je fais aussi, parce que j'ai des gens... Souvent, je me trompe de numéro parce que je suis malvoyante. Vous savez, je suis handicapée à 80%. D'accord. Quand je me trompe de numéro, j'ai des fois une dame, je lui dis excusez-moi. Elle me dit ça fait rien. Moi aussi, je suis pas. Eh ben, je lui dis vous voulez qu'on discute? Eh ben, elle me dit oui, d'accord. Alors on discute. Mais je comprends parce que vous êtes charmante. Donc c'est vrai que même si vous faites un faux numéro. J'essaye d'être gentille, mais on a envie de parler avec vous. Gens, il ne faut pas partir battant. Ouais. Même quand on n'est pas bien. Il faut rester battant quoi qu'il arrive. Irénée, ça a été un plaisir de parler avec vous. Voilà. À une prochaine fois, j'espère. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Irénée, je vous embrasse. Il faut que je rende l'antenne. Au revoir Irénée, je vous embrasse. Au revoir. Ne raccrochez pas. Je vous embrasse et puis j'espère que je pourrai rendre service à des gens. Merci beaucoup. Il est 1h sur Europe 1.